À la une de l'actualité ce soir, ils ont pour rôle de prévenir, de gérer et de trouver des solutions à l'ensemble des conflits qui peuvent exister dans le monde du travail au Burkina. Les membres du Haut Conseil du dialogue social viennent d'être installés ce jeudi par le président du Faso. Dans le contexte du Burkina, marqué par de nombreux conflits sociaux, comment ce Haut Conseil pourra-t-il réussir? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, ce 3 mai, le Burkina Faso commémore la journée mondiale de la liberté de la presse, dans un contexte où plusieurs médias sont traînés devant les juridictions avec des sentences qui s'apparentent à des vengeances selon les défenseurs de la liberté de presse. Et pourtant, le Burkina occupe le premier rang en Afrique francophone en matière de liberté de la presse. Comment peut-on apaiser ces relations entre journalistes et hommes de droit? Le ministre de la Communication est notre invité. Et dans cette édition, le gouvernement qui communique sur les concours de la fonction publique cette année, plus de 14 000 postes à pourvoir avec des innovations comme les inscriptions en ligne. Les dates sont déjà connues et le gouvernement va mobiliser près de 2 milliards de francs CFA pour l'organisation pratique. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. 10 représentants du gouvernement, 10 représentants des employeurs, mais également 10 représentants des organisations syndicales pour composer le Haut Conseil du dialogue social. Le Haut Conseil du dialogue social, présidé par le professeur Jean-Marc Palme, aura essentiellement la tâche de promouvoir le dialogue social et de contribuer à la recherche de solutions appropriées aux conflits sociaux à caractère national relevant du monde du travail. C'est le président du Faso qui a procédé à l'installation de cette institution. On en parle avec Marguerite Douagneau. Je voudrais, sur ce pas, vous déclarer installé dans vos fonctions et vous renvoyer à l'exercice de ces fonctions. Merci. C'est un envoi en mission qui sonne le début d'un dialogue désormais permanent entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le Haut Conseil du dialogue social créé dans le but de prévenir et de trouver des solutions aux conflits sociaux se veut un médiateur pour désamorcer les conflits dans le monde du travail. Et lorsque l'on sait le front social quasi en ébullition au Burkina Faso, et cela de manière constante, on comprend aisément la pertinence de cet instrument voulu par le président du Faso. C'est grâce à ce dialogue que nous avons permanemment maintenu que nous avons signé un certain nombre d'accords avec les syndicats. Mais je pense que cette confrontation directe n'est pas toujours la meilleure solution. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons tenté de demander que nous ayons une discussion plus large entre le gouvernement, les syndicats, les partenaires sociaux, tous les partenaires, de manière à discuter des questions qui sont relatives aussi bien, je dirais, aux questions salariales qu'aux questions qui concernent les indemnités et toute autre question qui doit permettre à l'État burkinabé de pouvoir respecter ses engagements aussi bien vis-à-vis des travailleurs que vis-à-vis des peuples burkinabés de façon générale. Mais vous voyez que depuis que nous avons lancé cette idée, que de peine pour y aboutir à cause des problèmes de suspicion, à cause des problèmes de oui, on a déjà pris des décisions, en fait on veut faire une réunion pour l'entériner. Le Haut Conseil du dialogue social à peine créé que la polémique fait rage autour de sa légitimité et de son utilité. Et à ceux qui estiment que l'institution pourrait être un instrument pour faire de la diversion face aux revendications des travailleurs, la réponse du président du HDS est catégorique. Cette institution est en droite ligne des pratiques républicaines, mais également de nos traditions africaines. C'est-à-dire, il n'y a aucune diversion. C'est un instrument qui permettra la discussion. C'est en quelque sorte la palabre dans nos traditions africaines pour trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent. C'est dans ce sens que cet organe a été créé par le gouvernement. Le Haut Conseil du dialogue social est constitué de 30 membres titulaires et de 30 suppléants qui sont des représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement. Il est doté d'une autonomie administrative et financière. Son budget est rattaché au budget de la présidence du Faso et s'exécute selon les règles de la comptabilité publique. Autre titre de l'actualité ce soir, le Burkina Faso commémore ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse.
Une journée qui consacre ce droit d'informer et d'être informé et la capacité à exprimer des points de vue critiques sont essentiels au débat démocratique. Pour marquer la journée, le Centre national de presse Norbert Zongo a organisé une série d'activités dont un panel autour du thème médias et justice, état de droit, les contre-pouvoirs. Le point avec Gérard Sommet et Zoubaviel David Dabiré. C'est une cérémonie commémorative de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée célébrée depuis 25 ans à travers le monde. Cette année, le thème est « Médias, justice, état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Un thème qui cadre bien avec le contexte burkinabé. Célébrons cette journée mondiale de la liberté de la presse dans un contexte où vous avez des journaux qui sont attraits en justice par des hommes, par des acteurs de la justice, où on a des sentences qui sont parfois inquiétantes parce que ça semble plus relever des sentences de vengeance que de justice. L'accès à l'information est une problématique inhérente au métier de journalisme. Une loi garantissant l'accès à l'information existe, mais elle attend d'être opérationnalisée. La loi d'accès à l'information, c'est un fait, n'a pas été encore opérationnalisée parce qu'il manque un certain nombre d'éléments, notamment les décrets d'application et une relecture notamment en ce qui concerne la situation de son agence qui doit réguler les requêtes et les conflits. Mais pour autant, il n'y a aucun élément de censure de l'information au Burkina. Je crois que, et c'est là où il est important, il faut appeler les médias que le travail que nous faisons est un travail qui répond à des règles essentielles. Et que si ces règles ne sont pas mises en œuvre, effectivement nous risquons de tomber sur le coup de la loi. Au cours de cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le Centre national de presse Norbert Zongo a lancé le prix de la meilleure journaliste, édition 2018. Des communications et panels sont aussi prévus. Elles sont toutes au service de l'état de droit. On les appelle d'ailleurs le 3e et le 4e pouvoir. Et pourtant, leur collaboration n'est pas toujours évidente. La justice et la presse sont souvent au Burkina des rapports conflictuels. Si les manchettes des journaux sont souvent composées par des procès et des affaires judiciaires, il n'en demeure pas moins que plusieurs journaux au Burkina ont été traînés en 2017 devant les tribunaux par des acteurs de la justice. Le droit à l'information et le besoin de transparence posent-ils le problème au fonctionnement de la justice ou bien faut-il y voir des tentatives d'intimidation? Des questions et des réponses avec Zoubaviel David Abiré. Le Burkina Faso, bon élève de la liberté d'expression et de presse selon le rapport 2017 de Reporters sans frontières. Sur les 180 pays sondés, le Burkina Faso occupe la 41e place devant de grandes démocraties comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Italie. Le cadre juridique et institutionnel, la liberté de ton dans les médias sont entre autres critères retenus par Reporters sans frontières. Une position à mettre à l'actif du sens de responsabilité des hommes de médias selon certains acteurs. Il y a un travail qui est fait au niveau à la fois des journalistes, des organes de presse, mais également aussi des organisations professionnelles de médias qui ont travaillé effectivement à faire en sorte que nous puissions réaliser des avancées. Les journalistes ont gagné rang de cité, ils sont plus libres, plus professionnels, ils sont plus responsables, ils font attention et tout ceci, ça fait que ce n'est pas un fait anodin que nous occupons cette première place-là. Ce classement est d'autant plus flatteur pour le Burkina Faso qu'il intervient dans un contexte marqué par la menace terroriste. Menace qui, dans certains pays, justifie la prise de mesures restrictives pour la presse. En règle générale, quand un pays est confronté au terrorisme, la tendance est qu'il recule sur le plan de la liberté. Mais dans le cas du Burkina, on voit que le Burkina avance. Si ce classement honore la jeune démocratie burkinabé, il cache mal la dure réalité du monde des médias selon ses acteurs. Au Burkina Faso, les entraves pour une presse libre et indépendante sont encore nombreuses. La non-application des textes de loi sur la presse, la précarité des entreprises de presse et les difficiles conditions de vie et de travail des journalistes. Les journalistes aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. Ils se battent pour leur fin du mois, pour boucler les journaux, pour faire marcher leur radio, la presse écrite, et la presse en ligne, ça pose problème. Et vous voyez que les journaux, les médias se ferment. Et c'est le lieu ici quand même d'interpeller les autorités sur l'opérationnalisation du fonds d'appui à la presse privée, qui aujourd'hui pour les journalistes est devenu, je dirais,
comme la muleta qu'on brandit, le matador brandit devant le taureau là. Le fonds d'appui à la presse privée est devenu comme ça, comme depuis 3 ans, on nous tourne en bourrique. Tous craignent donc qu'avec ce classement, les autorités ne versent dans l'autosatisfaction au risque d'oublier la résolution des questions existentielles des organes de presse et des journalistes. Pour évoquer cette journée mondiale de la liberté de la presse, nous sommes avec le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Danginou. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Kindo. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, sur la question du fonds d'appui à la presse privée, est-ce que c'est exact qu'on tourne en bout? Non, je pense que notre confrère Zungrana a la formule bien haute, et c'est vrai que l'écouter, ça peut paraître délicat. En réalité, il faut se rappeler que le fonds d'appui à la presse privée est issu d'un certain nombre de négociations. Et j'en parle parce que j'ai eu la chance en tant que partenaire donc, dans cette discussion-là de représenter les médias privés. Nous avons entamé des discussions en 2013 et ils ont abouti en 2014 à un certain consensus qui n'a pas pu se mettre en œuvre en raison de l'insurrection qu'on a connue. Et au titre donc de ce consensus-là, il y avait le fonds d'appui. Le fonds a été mis en place, donc a été créé par le CNT, mais il s'est avéré donc lors de sa mise en œuvre qu'un certain nombre d'éléments pouvaient craindre sur sa durabilité et sa viabilité. Et c'est sur ces questions-là que nous essayons, avec le ministère de l'Économie et des Finances, avec un certain nombre d'acteurs, de trouver des éléments qui puissent le rendre pérenne, qui puissent ne pas être en faire un tonneau des Danaïdes pour rester dans la rhétorique de notre ami Zungrana, mais que ce soit quelque chose qui soit effectivement porteur, qui ait des règles de financement claires et transparentes et qui puisse véritablement aider les médias. Donc ce fonds, il va se mettre en œuvre d'une façon ou d'une autre. C'est un engagement qui a été pris par les acteurs et l'État étant une continuité, nous allons trouver la solution pour qu'il soit effectif. Est-ce qu'il y a un calendrier? Vous savez, je ne dévoilerai pas de calendrier, mais il faut savoir que nous avons plusieurs séances. Et pour vous dire des choses de façon concrète, nous l'avons déjà introduit plusieurs fois en Conseil des ministres, et les ministres ont demandé d'apporter des rectificatifs sur quoi nous travaillons. Donc ce n'est pas un processus qui est clos. Nous l'avons amené en Conseil des ministres. Il y a eu des amendements qui sont faits. Nous allons prendre en compte ces amendements-là et nous allons les réintroduire pour qu'ils soient effectivement pérennes. Il faut savoir qu'il a été créé dans la formule de départ et il ne pouvait pas donner de prêt. Alors qu'on ne peut pas subventionner à perte les médias, parce que c'est un secteur d'activité sensible, mais il y a 2 secteurs d'activité sensible dans notre pays, et c'est vrai que nous assurons une fonction régalienne qui doit revenir à l'État. Il ne faut pas que l'on oublie, le droit à l'information est un droit constitutionnel, et les médias, en fait, assurent une part de cette tâche qui revient à l'État d'informer ses citoyens. Et ça, il faut le reconnaître et apprécier le travail qui est fait par les journalistes. Alors, cette année, pour la commémoration de la journée de la liberté de la presse, l'accent est mis sur médias et justice. Et on a comme l'impression que les relations entre ces 2 entités, c'est « je t'aime, moi non plus ». Est-ce que c'est votre avis? Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de quiproquos entre les médias et la justice. Pour différentes raisons. Parce que d'abord, nous n'avons pas le même temps. Le journaliste est dans une actualité, il est obligé d'aller rapidement, il a besoin de faire un certain nombre d'éléments d'enquête. Et puis de l'autre côté, vous avez des personnes qui disent, il y a la présomption d'innocence, il y a le secret de l'information, il y a des règles à respecter et parfois on a tendance à se marcher sur les pieds. Je pense aussi que nous avons un problème, je crois, générationnel. Parce que nous nous retrouvons dans une situation où beaucoup d'acteurs ont l'impression qu'ils se valent en termes de qualité, en termes de diplôme, en termes d'éléments, et qu'ils sont souvent dans un regard un peu conflictuel, au lieu d'être dans un regard de collaboration. Et je pense que l'initiative du centre, d'avoir les acteurs qui en parlent, c'est vraiment important. Il faut que nous respections la justice dans sa façon de procéder, mais il faut que la justice également considère que nous sommes un élément important. Je dis, nous avons une pierre angulaire de notre État, c'est la justice, mais nous avons également un souffle essentiel de la gouvernance, c'est la presse. Et sans ces 2 éléments-là, ça ne peut pas fonctionner dans une république. Et donc, la nécessité d'apaiser ces relations entre journalistes et acteurs de la justice. Je pense que ça va s'apaiser. Il y a un certain nombre de cas qui sont en justice, et le principe veut qu'on ne discute pas de ces discussions en justice. Nous espérons simplement que la justice sera raison gardée pour ne pas aboutir à la fermeture d'un organe de presse. Parce que dans un espace démocratique comme le nôtre, lorsque nous fermons un espace, un journal, nous ne fermons pas seulement une opinion. Nous tuons également l'expression de différentes personnes. Parce que dans nos pays en construction,
les médias sont également la voix de différentes opinions, la voix des populations, et vous voyez à quel point les émissions interactives ont un succès énorme dans notre pays, parce que simplement les populations ont envie de s'exprimer et ils ont trouvé un canal à travers les médias pour faire remonter leurs sentiments, pour faire corroborer leur point de vue et surtout pour prendre en compte également leurs revendications. Monsieur le ministre, avant de poursuivre avec vous, le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse cette année met le Burkina à la 41e place sur 180 pays sondés. Mais ce classement cache mal les difficultés que rencontrent les médias burkinabés dans leur quotidien. Les entraves pour une liberté de presse libre et pour une presse libre et indépendante sont encore nombreuses. La non-application des textes de loi sur la presse, la précarité des entreprises de presse, bref, les conditions difficiles de travail des journalistes. On en sait davantage avec Zubaviel David Abiré et Nongba Kouda. Presse et justice, deux entités au service de la démocratie burkinabé sur fond de conflits permanents. Un conflit qui en 3 ans va conduire près d'une dizaine de journalistes et médias devant les tribunaux par le fait des acteurs de la justice. Une attitude incompréhensible selon les hommes des médias qui pointent du doigt une volonté manifeste d'intimider. Certains magistrats sont à la une de l'actualité, si on peut le dire ainsi, par rapport à un certain nombre de faits, notamment la corruption dans le milieu de la justice. Et une fois que la presse révèle ça, bon, les gens, la première des choses, c'est de dire, bon, mon honneur a été terni, mon honneur, mon honorabilité a été atteinte, tout et tout. Donc, une façon de réparer ça, c'est d'amener les journalistes devant les tribunaux. Et comme c'est des magistrats, c'est des juges qui amènent les journalistes devant les tribunaux, qui seront jugés par d'autres magistrats, par d'autres juges, bon, la tendance à dire que pour que tu échappes en tant que journaliste face à une telle situation, tes chances sont vraiment minces. En plus de cette volonté d'intimidation, Séni Dabo retient la question de l'outrage à magistrat, une notion assez vague selon lui, érigée en véritable rempart contre la liberté d'expression et de presse. C'est un problème de contenu. Est-ce que outrage, c'est quoi? C'est l'injure, c'est manque de respect, c'est quoi au juste? Donc c'est souvent, quand c'est laissé comme ça devient un fourre-tout, on peut tout mettre dedans. En ce moment, c'est pas bon. Là-bas, un abus est vite arrivé. Ces considérations créent aujourd'hui un climat de suspicion entre les deux entités, au point que pour certains observateurs de la scène médiatique burkinabé, les journalistes se sont découverts un nouveau bourreau. Conseiller à la cour d'appel de Ouagadougou, Moriba Traoré reconnaît cette recrudescence de plaintes de ses collègues à l'endroit des journalistes ces dernières années. Et pour lui, il faut se garder de regarder ces actes sous le prisme d'une guéguerre corporatiste. Ce n'est pas un problème de corps, un problème entre journalistes et magistrats, c'est un problème entre des journalistes et des magistrats. Nous sommes là pour un besoin de justice en tant que magistrats. Toute personne qui estime que ses droits, il a été porté atteinte à ses droits, doit pouvoir saisir le juge, y compris le magistrat lui-même. Et pour éviter de tomber dans une psychose généralisée, préjudiciable aux animateurs de la presse et de l'appareil judiciaire burkinabé, Moriba Traoré propose sa recette. On peut peut-être trouver les cadres adéquats entre journalistes et praticiens pour échanger sur certains aspects. Et ça va permettre peut-être d'éviter une certaine psychologie qui semble se dessiner au niveau de la presse, et laissant penser que la magistrature a des problèmes avec la presse, que la magistrature veut faire taire la presse. Non. Ces échanges pourraient permettre, selon le magistrat, de lever les équivoques et autres incompréhensions qui minent la collaboration entre journalistes et acteurs judiciaires. La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et de la liberté d'expression. Cependant, liberté de la presse et droit à l'information signifie-t-il devoir de tout dire? Le public doit-il être mis au parfum de toutes les informations? Avis et réponse avec Mireille Carole Tougma. L'information, un droit pour le public, un devoir pour le journaliste. Face à une population de plus en plus exigeante, donner la bonne information au bon moment est un défi quotidien pour le journaliste. Liberté de la presse, est-ce qu'on doit tout dire? Moi, je dirais plutôt, est-ce qu'on peut tout dire? La population a droit à une information vraie, vérifiée, qui puisse lui permettre
de se décider au temps opportun. Cependant, est-ce que le journaliste peut dire tout à tout moment? Parce qu'il y a des situations où il faut regarder l'intérêt général que l'intérêt particulier. Lorsque le journaliste ne fait pas attention à cette liberté qui doit être contrôlée, qui doit être mesurée, qui n'est pas du libertinage, qui n'est pas du laisser-aller. Nous voyons que si tel n'est pas le cas, les journalistes cessent d'être un amoureux de la vérité. Comme le soutenait Théophras Renaudot, il cesse d'être au service de l'intérêt général. Il crée plus de problèmes. Donc, il devient un ambassadeur des ténèbres. Dans un contexte de prolifération des réseaux sociaux, les médias classiques n'ont pas toujours la primeur de l'information. Les populations ne se contentent pas d'être de simples consommatrices, mais interagissent. Le métier du journalisme est plus que jamais mis à rude épreuve. C'est vrai qu'il y a des activistes, de renom qui sont connus, qui essaient quand même de respecter ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie, qui comprennent les bienfaits des règles de l'information. Maintenant, il y a d'autres qui ne connaissent pas ces règles-là et qui pensent qu'il faut diffuser tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qui leur vient dans la tête, d'autres même inventent de l'information, juste pour créer le buzz. Le journaliste doit effectivement éviter le sensationnel. Le journaliste doit éviter le scoop. Quand on aime trop les scoops, c'est en ce moment, on ne prend pas le temps effectivement de vérifier l'information, de bien la traiter avant de la donner. La Journée mondiale de la liberté de la presse est instituée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Une occasion de réfléchir sur les principes fondamentaux du journalisme et de l'indépendance de ce quatrième pouvoir. Retour sur ce plateau avec le ministre de la Communication, notre invité de ce journal. Monsieur le ministre, on l'a vu, comment le journaliste peut éviter le sensationnel et aller à la vérité des faits dans un contexte de presse ou peut-être de médias 2.0? Alors, je crois que c'est tout l'enjeu et toute la survie de nos organes de presse en termes de crédibilité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'1 million de personnes chez nous au Burkina qui sont connectées à des réseaux sociaux. Et il y a un certain nombre d'informations qui y circulent. Mais je pense que le journaliste, quel que soit le média dans lequel il travaille, et comme on l'a dit dans ce reportage, a des règles sur lesquelles il doit s'appuyer. Il y a le fait, il y a la façon dont il le vérifie, la façon dont il confronte ses sources, et après il y a ce qu'il peut en faire comme commentaire ou comme analyse. Mais lorsque nous sommes dans une logique de course après les réseaux sociaux, nous avons un certain nombre de risques de tomber. Après, je crois que le scoop, c'est-à-dire donc être le premier organe, être le premier journaliste à annoncer quelque chose, c'est un élément d'adrénaline dans la presse. On ne peut pas l'enlever. Vous avez sur Ouagadougou une dizaine de télévisions privées, vous avez 157 ou 158 radios dans le Burkina. Chacun voudrait être le premier à annoncer un élément, mais il faut pour autant que l'élément soit vrai. Et pour que cela soit vrai, il faut qu'on ait pratiqué nos éléments de contrôle de cette information-là par la confrontation des sources. Cela est d'autant plus dangereux que nous sommes dans un contexte de guerre du terrorisme. Et dans l'usage que nous faisons de l'information, nous pouvons également servir les causes de ceux qui nous attaquent. Alors, vous avez dans ce reportage des questions essentielles qui sont posées. Est-ce qu'on doit tout dire? Comment on doit le dire? Et au final, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale. Qu'est-ce qu'on fait passer avant? Parce qu'à un moment donné, le journaliste doit être obligé de se poser cette question-là. Qu'est-ce que je fais passer avant? Est-ce que je dis pour dire, quitte à ce que mon pays brûle après? Est-ce que je dis pour dire, pour alerter les acteurs? Ou est-ce que je dis pour dire, en se disant même ça fait la propagande des terroristes, je m'en fous? C'est les questions que chaque journaliste se pose. Il n'y a pas de règle. Mais je pense que chacun, en son fort intérieur, doit définir ces lignes-là. Mais moi, je pense surtout qu'il nous faut rester dans le cadre du professionnalisme. Il y a des règles qui ont été dictées, qui s'appliquent à tous nos médias. Il y a des pratiques, il y a des genres journalistiques. Il faut nous remettre dans ces éléments-là, les appliquer, les user le mieux possible, afin de ne pas tomber dans la faute, afin de ne pas tomber dans l'erreur. Oui, monsieur le ministre, pour terminer, on l'a vu, le Burkina classé premier dans l'Afrique francophone en matière de liberté de presse. Mais l'autre gros défi reste la précarité des entreprises de presse dont a évoqué les confrères ici. Un de nos aînés, en l'occurrence Mamoudou Ouédraogo, ministre de la Culture en son temps, disait que aujourd'hui, la misère des journalistes entraîne un journalisme de misère. Il a peut-être raison, mais je dis aussi qu'il ne faut pas oublier l'origine de cette situation.
Dans tous les pays du monde, à l'exception de la presse écrite, lorsqu'on lance par exemple des médias audiovisuels, on regarde la capacité du marché économique à supporter ces médias-là. Malheureusement, lorsqu'on a ouvert notre espace audiovisuel, radio et télévision, on n'a pas pris ces mesures-là. Des pays comme la Belgique ont eu pendant longtemps 2 chaînes privées seulement. Parce que simplement, ça correspond à la surface financière que peut générer la publicité. Peut-être que c'est un choix pour ne pas avoir des médias forts, mais aujourd'hui, nous avons une situation où effectivement, nous avons des médias qui sont nombreux, parce qu'ils expriment des opinions, et malheureusement qui ne sont pas forts économiquement. L'autre aspect qui est important de rappeler, c'est qu'un média, c'est une entreprise, et que ça doit répondre à des règles de gestion. Alors, on ne peut pas vouloir créer de l'information en étant dans un contexte où on se fragilise soi-même. Je pense qu'il nous faut regarder les choses en face. Si chacun crée un journal parce qu'il veut avoir une opinion, ça va être difficile. On aura 20 millions de journaux parce qu'on a 20 millions de Burkinabés. Il faut que ce soit des entreprises fortes à ce niveau-là. Et je crois que sur ces questions-là, il y a nécessité à ce que l'État, effectivement, participe à donner cet élan structurant qui va permettre aux organes de presse qui existent de se consolider. Mais quand je prends notre espace économique, je crois parfois aussi que nous devons regarder la réalité avant de mettre ces unités-là en œuvre. Et c'est pour cela qu'il faut féliciter les organes qui tiennent aujourd'hui dans ces conditions. Ce n'est pas évident. C'est vraiment un effort très important d'avoir ces médias-là. Et il faut les encourager pour que notre pays continue à être dans la sous-région, ce faire-là. Mais vous rappelez que nous ne sommes pas, en 2018, les premiers. Dans l'histoire du Burkina, il y a toujours un journaliste fort. On a eu la RTB, à l'époque, l'une des premières de la sous-région. On a eu dans notre pays les premiers magazines. On a eu, peut-être lié aussi à notre histoire syndicale, on a eu très tôt des journaux assez forts. Et aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette situation-là, même si effectivement, il a fallu pour cela que du sang soit versé, que des journalistes payent de leur vie pour qu'on en arrive là. Merci à vous, M. Rémi Fulchance d'Angenoux, d'être venu répondre à nos questions. Merci et surtout, très bonne commémoration à l'ensemble de la presse burkinabé. Merci à vous pour votre disponibilité. La suite de ce journal, cette bonne nouvelle pour les journalistes au Burkina. Les prix Gallian qui récompensent l'excellence dans le journalisme met en jeu une villa d'une valeur de 14 millions de francs CFA pour le Super Gallian cette année. En plus, le lauréat repart avec la somme de 3 millions de francs CFA offert par le ministère de la Communication. Ce matin, au cours d'une conférence de presse, les organisateurs du concours se sont voulus plus explicites. On en sait davantage avec Kolopodaï Issa Kawidrago. 35 prix et le Super Gallian sont en compétition dans le palmarès officiel du concours des prix Gallian 2018. À cela s'ajoutent 15 prix spéciaux. Et au dire du ministre en charge de la communication, ce sont au total 53 millions de francs CFA qui seront distribués cette année aux hommes et femmes de médias, dont 3 millions de francs CFA et une villa F3 pour le Super Gallian. Dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant que nous entreprenons avec les différents acteurs, cette année avec la société Abdul Service, le gagnant du Super Gallian aura donc une villa F3 d'une valeur de 14 millions de francs CFA. L'action de notre département s'inscrit donc dans cette dynamique qui vise à valoriser et accompagner les hommes et femmes de médias qui, au quotidien, abattent un travail colossal afin que le public puisse bénéficier de l'information juste. Le gagnant du Super Gallian sortira des 229 candidats inscrits pour 458 œuvres journalistiques qui ont été examinées par 3 jurys. Cette année, le comité d'organisation a réceptionné dans la catégorie des langues nationales 34 candidatures, soit 68 œuvres journalistiques. En presse en ligne, 25 candidatures, soit 50 productions. En catégorie langue française, 170 candidatures, soit 340 productions. La cérémonie de remise des prix Gallian 2018 aura lieu le 18 mai prochain à la salle de conférence de Ouaga 2000. À l'Assemblée nationale, les députés votent une loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique. Désormais, la nouvelle disposition juridique définit clairement les barèmes pour les indemnisations des personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique. Explication Maïmouna Traoré.
Le projet de loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d'utilité publique ou d'intérêt général est adopté à l'unanimité par les 103 votants du jour. Le Burkina Faso dispose désormais d'un référentiel qui fixe les modalités et les procédures d'expropriation et d'indemnisation. La RAF qui a consacré la question de l'indemnisation et des expropriations n'est pas allée dans les détails sur les barèmes d'indemnisation. Du coup, lorsqu'il y a des opérations de développement qui impliquent des opérations donc, de délocalisation de population ou de déplacement, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup donc, de tensions qui s'élèvent parce qu'il n'y a pas de barème précis. Il était donc de bon ton que nous puissions avoir un cadre cohérent et un cadre où tous les acteurs de développement seront d'accord. Et un cadre aussi qui va s'imposer aux opérateurs privés. Les décrets d'application fixent les grilles et les barèmes d'indemnisation. Les barèmes s'appliquent à toutes les spéculations agricoles et le prix de référence est toujours fixé par le ministère en charge donc, du secteur d'activité. Les barèmes concernent aussi les habitations, les constructions, les immeubles, les arbres, même le bétail. Lorsqu'on le déplace, pas qu'il est mort, mais même lorsqu'on le déplace, il y a un préjudice. Donc tout cela est pris en compte. Également pour ce qui concerne les droits immobiliers collectifs. Cette loi précise que seul l'État et les collectivités territoriales ont le pouvoir d'expropriation. Si un promoteur privé veut exproprier des superficies, il faut qu'il fasse la procédure soit entamée, soit par l'État ou les collectivités. Désormais, on ne peut plus aller exproprier des populations sans passer par ce processus-là. Il est prévu la création d'un fonds national d'indemnisation pour le financement des opérations ainsi qu'une structure de suivi-évaluation. Pour éviter la paupérisation post-indemnisation, certains députés proposent l'élaboration d'un plan d'encadrement et d'appui aux populations. Au carnet d'audience du Premier ministre, Paul Kabatiba a reçu ce jeudi le comité d'organisation du Forum pharmaceutique international. Le comité est allé lui présenter les activités du forum qui se tient du 21 au 23 juin prochain dans la capitale burkinabé. Aboubakar Sayon. Le soutien du chef du gouvernement burkinabé comme thérapie à la réussite de l'organisation du Forum pharmaceutique international qui se tiendra du 21 au 23 juin prochain à Ouagadougou. Sur l'ordonnance, le comité d'organisation du forum a prescrit d'autres doléances. La première chose, c'est l'accompagnement des autorités. Et quand on dit accompagnement, on a demandé à ce qu'ils soient présents avec nous au cours donc du forum parce qu'il y a un certain nombre de débats et de panels où il est nécessaire en fait d'avoir certains ministres du gouvernement. Donc ça, c'est le premier point. Nous avons également demandé bien sûr un accompagnement logistique et nous avons également, comme vous le savez, il y a le nerf de la guerre. Bien sûr, son Excellence n'a pas manqué donc de nous faire des suggestions qui sont très bien à propos, que nous allons donc prendre en compte pour la suite donc, de l'événement. Les réflexions de l'édition 2018 du Forum pharmaceutique international se feront autour de la problématique du développement de l'industrie pharmaceutique et de l'accès universel aux médicaments pour la population. C'est un forum qui s'organise chaque année et qui regroupe donc tous les pharmaciens d'Afrique sur un certain nombre de thématiques. L'année passée, c'était déjà en Algérie et cette année, donc, nous faisons le forum au Burkina après l'avoir organisé donc, en 2004. Donc, nous attendons à peu près 1000 à 1500 donc, participants venant donc de tous les pays d'Afrique. Selon le comité d'organisation, ce forum permettra de discuter de certains sujets majeurs, notamment l'accès universel à des produits pharmaceutiques de qualité et l'assurance maladie universelle. Après une visite à l'hôpital national Yalgado Ouedraogo, le ministre de la Santé est convaincu qu'il faut repenser le modèle économique et social de l'hôpital pour que la formation sanitaire puisse répondre aux attentes des usagers. L'hôpital Yalgado National Ouedraogo semble concentré de tous les problèmes. Va-t-on vers des solutions durables? La réponse avec Maxime Zango. L'hôpital Yalgado Ouedraogo est concentré de problèmes au point que de mauvaises langues avaient annoncé la fermeture de certains services vitaux.
Pour mieux toucher du doigt la réalité sur le terrain et remonter le moral de la troupe, le premier responsable du département a tenu à y effectuer le déplacement. Nous sommes là, à la maternité de l'hôpital Yalgado, et vous êtes témoin que la maternité fonctionne. La maternité, la traumatologie, le centre de dialyse, la chirurgie et bien d'autres, autant de services qui ont reçu la visite du professeur Nicolas Meda et son staff technique. Au terme de sa visite, le premier responsable du ministère de la Santé a souhaité rentrer rapidement en possession du plan de rénovation de l'hôpital afin que le processus d'intervention du gouvernement soit vite engagé. Les services m'ont dit que c'est presque prêt. C'est depuis octobre que le Premier ministre demande ce document. Et donc, je n'attends que ce plan de rénovation qui sera examiné par le gouvernement et qui va permettre de lancer complètement pour l'ensemble des services la rénovation de l'hôpital Yalgado. C'est des vieux problèmes, il y a de nouveaux problèmes, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes d'équipement, des problèmes d'organisation, bref, beaucoup de problèmes. Et nous avions besoin d'une telle visite pour d'abord, j'allais dire, réconforter et remonter le moral de la troupe. Autre enseignement à tirer au terme de cette visite, selon le professeur Nicolas Meda, il faut rapidement réfléchir à un modèle économique et social pour les équipements. Pourquoi ne pas s'engager à la location du matériel, à payer quand ça fonctionne bien et à remettre en cause si cela n'est pas le cas? Dans l'actualité ce soir, plus de 14 000 postes à pourvoir cette année aux différents concours de la fonction publique et près de 2 milliards de francs CFA seront mobilisés par l'organisation de ces concours qui enregistrent également des innovations. On en parle avec Draman Dadian. 289 concours pour 14 414 postes à pourvoir pour le compte de la fonction publique session de 2018. Le département de Séni-Ouédraogo innove. Plus d'inscriptions en ligne cette année. 44 concours professionnels de la santé et de l'éducation nationale sont aussi déconcentrés. Les premières innovations sont au niveau des concours des IAC, où cette année, les dépôts vont se faire au niveau régional. Une autre innovation consiste à l'augmentation du nombre de concours pour les dépôts en ligne. C'est-à-dire qu'on va passer de 18 concours à 50 concours. Pour accéder à cette plateforme en ligne, une seule adresse, www.iconcours.gov.bf, un guichet virtuel unique sécurisé. Après le dépôt en ligne, quand même, il y a la vérification au moment du complément des dossiers. Il y a encore un filtrage à ce niveau-là. Donc, je pense que déjà sur la plateforme, il est clairement demandé aux candidats de s'engager à respecter un certain nombre de choses. Et ils s'engagent à justement ne pas fournir de fausses informations. Le budget pour l'organisation de ces concours de la fonction publique est évalué à plus d'1,877 milliard de francs CFA. La réception des dossiers pour les instituteurs adjoints certifiés sur mesure nouvelle est programmée du 28 avril au 11 mai, du 4 au 17 mai pour les concours professionnels et les dossiers des concours directs attendus du 28 mai au 7 juin prochain. Le gouverneur de la boucle de Mohone et les directeurs régionaux des forces de défense et de sécurité se sont rendus au poste frontalier de Madouba dans la Kossi pour apporter un message d'encouragement du gouvernement aux troupes déployées sur place et qui ont subi des épreuves dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Le premier responsable de la région de la boucle de Mohone apporte également des messages de soutien aux agents de santé et aux enseignants de la localité. Yacouba Goro. Accompagné des premiers responsables des forces de sécurité, le gouverneur apporte ici un message d'encouragement aux forces de défense et de sécurité durement éprouvées par l'attaque du poste frontalier de police de Madouba. Sur ce lieu, les traces des agresseurs sont toujours présentes. Nous sommes venus au nom du gouvernement pour vous encourager. Et vous féliciter surtout donc pour l'acte de bravoure
qui a permis, n'est-ce pas, de repousser ces forces du mal. Nous sommes là également pour vous dire que l'État est à vos côtés. Faites votre travail, permettez aux populations de toujours vaquer à leurs occupations. Si vous n'êtes pas là, il est clair que ça va être difficile. Les populations vous regardent, toute la nation vous fait confiance. Selon le chef de poste, c'est aux environs de 22h30 qu'un groupe de 20 à 30 assaillants ont lancé l'assaut sur son poste de sécurité. Et les éléments ont pu résister aux tirs. Il n'y a pas eu de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels restent importants. Depuis longtemps, nous continuons de dire à la population d'aider les forces de sécurité à assurer leur travail, parce que sans les informations là, on ne peut pas lutter contre ces gens-là. Et à chaque fois quand ils voient une personne suspecte, de nous appeler ou bien d'appeler la police. Au cours de cette attaque, 2 véhicules, 3 motos ont été incendiés et 6 autres emportés par les assaillants en direction du Mali. En plus des forces de défense et de sécurité, le gouverneur est allé encourager les agents de santé et les enseignants de la commune de Madouba. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Liberté de la presse et de 2 pour le Burkina dans la cour francophone s'exclame aujourd'hui au Faso. Le pays des hommes intègres est classé par Reporters sans frontières, premier de la zone francophone et 41e mondiale. Ce qui signifie, selon ce journal, que la presse burkinabé a gagné en grade. L'éthique et la déontologie sont mieux arrimées au corps, l'écriture n'est plus approximative, le ton pas haineux, le fourvoiement et le dévoiement y sont bannis. Bref, les fondamentaux du journalisme font toujours autorité. C'est donc la preuve d'une certaine vitalité médiatique déjà probante sous Blaise Compaoré et renforcée par l'insurrection, la résistance au coup d'État sans oublier la dépénalisation des délits de presse, d'après l'observateur Palga. Mais le bémol, dixit le président de l'OBM, l'Observatoire burkinabé des médias Ahmed Koné, dans le journal de tous les Burkinabés, c'est que le sensationnel et l'argent tendent à fragiliser nos acquis. N'empêche que le premier responsable du département de la communication, Rémi Fulgence Ganguinou, reconnaisse en cette journée mondiale de la presse le professionnalisme et le courage des hommes et des femmes de médias dans le journal Le Pays. Et les invite donc par la même occasion à faire montre de responsabilité, de renoncement et de dépassement de soi dans le traitement de l'information pour la cohésion et le renforcement de la paix sociale au Burkina Faso. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.